Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Quelle semaine! Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette semaine? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et où est-ce qu'il faut aller à partir de là? Quelle sorte d'enquête faut-il faire et comment faut-il réagir comme citoyen? Alors, je fais un bref survol des éléments de discussion. Il y a d'abord que des policiers aient jugé bon d'espionner les téléphones des journalistes. Ça, c'est une donnée. Il y a que des juges, mais est-ce que ce sont toujours vraiment des juges? Un juge de paix, c'est un juge. Aient jugé bon de le permettre. Il y a qu'un gouvernement ait jugé ça assez embêtant qu'il faille instituer une commission d'enquête publique. Nous aurons donc une enquête sur la protection des sources des journalistes selon les principes de la liberté d'expression et de la liberté de presse. Après tout, nous ne sommes pas en Turquie. Mais il y a aussi, en plus, qu'un tribunal, avec un vrai juge, là c'est un tribunal ordinaire, a ordonné à une chercheure universitaire, j'ai l'air de m'égarer, mais vous allez voir, c'est la même chose, à la demande d'une compagnie d'éoliennes, de révéler à la dite compagnie les noms des gens qu'elle avait rencontrés pour faire sa thèse sur la résistance citoyenne aux installations d'éoliennes en Gaspésie. En plus, c'est incohérent parce que quand les organismes publics qui subventionnent les recherches donnent de l'argent et ils exigent que les citoyens qui participent voient leur identité protégée. Il y a donc, c'est le sujet de cette émission, des pouvoirs publics pris en flagrante contradiction avec eux-mêmes qui promettent d'y voir aussitôt qu'une enquête publique aura été tenue. Et d'autre part, des citoyens et des journalistes qui se demandent si on pourra, au bout du compte, clarifier la règle et assurer notre vie démocratique. Voilà, j'espère qu'avec les invités que je vous présente à l'instant, on fera le tour de ces questions-là. En tout cas, ils en sont capables. L'ancienne juge Suzanne Coupal, que vous connaissez bien comme analyste juridique dans plusieurs émissions. Madame Coupal, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Pierre Trudel, j'allais dire l'inévitable Pierre Trudel, quand on parle de droit et de médias, c'est le spécialiste depuis plus d'une trentaine d'années. Alors, c'est comme la figure d'autorité ici, Pierre Trudel. Merci d'être là. Plaisir. Il y aura, je vous parlais des universitaires, Mme Chantal Pouliot, qui est professeure au département d'études de l'enseignement à l'Université Laval. C'est elle qui a rédigé une lettre qu'on a vue dans les journaux cette semaine sur l'affaire Maillé, ce dont je vous parlais. Cette chercheure à qui on demande le nom des gens qui ont participé à son étude. Mme Pouliot a rédigé cette lettre au début de la semaine et elle a reçu combien? Plus de 200, presque 300 signatures 300. Maintenant, oui? Oui, exact. De collègues universitaires. Oui. Voilà, bonjour Mme Pouliot. On a aussi avec nous le chroniqueur, blogueur, chargé de cours en droit, constitutionnaliste, auteur d'un bouquin qui s'appelle La fin de l'État, Frédéric Bérard. La fin de l'État de droit. La fin de l'État de droit, oui, pardon, excusez-moi. Oui, la phrase était trop courte. Il y a une petite nuance. Oui, il y a une grosse nuance. Et puis, deux collègues journalistes, André Cédillo, chroniqueur judiciaire à la presse pendant 35 ans, commentateur depuis sa retraite 2010. Un autre qui n'est pas capable de prendre sa retraite parce que faut continuer à travailler. Les gens doivent savoir plein de choses que je n'ai pas dites à la presse. Et puis, Claude Robillard, qui a été longtemps le secrétaire général de la Fédération des journalistes du Québec, et qui est l'auteur, et c'est beaucoup à ce titre-là que vous êtes là, Claude, l'auteur de ce livre publié l'année dernière, qui s'intitule « La liberté de presse, la liberté de tous ». Je pense qu'on est en plein dans votre sujet. Hein? Puis je pense que le titre dit tout. Le titre dit tout, mais encore. Par exemple, cette semaine, quand vous avez vu les événements, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez dit, vous avez été étonné, ou est-ce que vous avez dit, ah ben ça recommence?
On s'aperçoit que chez les journalistes, la protection des sources est toujours une chose extrêmement importante. Il faut que des sources pour pouvoir amener les faits, puis amener les reportages, surtout les trucs qui dérangent et qui sont d'intérêt public. Et là, dans le livre, entre autres, on voit que les sources sont continuellement menacées, sont continuellement harcelées et ils ont peur de parler aux journalistes. Mais la surveillance des journalistes, comme on vient de voir cette semaine, n'est pas une chose qui était dans l'air du temps ou qui était de la surveillance électronique secrète. Alors, historiquement, on allait plutôt essayer d'embêter les sources elles-mêmes que les journalistes qui leur parlent. Oui, ou on essayait par d'autres moyens de trouver quelle était la source, par des enquêtes internes, Dieu sait quoi, ou par des rencontres directes avec les journalistes. Mais une surveillance électronique de cette ampleur et de cette durée, j'avais jamais vu ça depuis extrêmement... J'avais jamais vu ça, tout simplement depuis... Vous savez que l'électronique elle-même, c'est encore quand même quelque chose de relativement nouveau, et ça permet de faire très, très facilement ce qui coûtait très cher à faire par la police avant. Suivre des gens, engager des policiers à pied l'hiver, un endroit pour se réchauffer, la relève de la garde, etc. C'est pas mal plus compliqué que de peser sur un piton. Exactement. C'est que peu de gens, avec des moyens très disponibles pour la police, peuvent surveiller des masses infinies de gens. Et là, on vient de voir que le Service canadien de renseignement de sécurité, par lui-même, espionnait une immense quantité de citoyens canadiens sans avoir informé la Cour fédérale de ça, qui vient de dire, la Cour fédérale vient de dire, on me méprise, là, je devais être au courant de ça. Donc, l'espionnage électronique est une récente conférence de Edward Snowden qui montrait que, effectivement, on a l'impression de prêcher dans le désert quand on parle d'une surveillance des citoyens et des journalistes par l'État ou par la police, mais en réalité, aussitôt que les faits commencent à sortir, que c'est pas un fantasme, c'est pas une paranoïa, c'est une chose qui est réelle. Donc, au lieu d'être les journalistes qui examinent ce que fait le pouvoir, c'est le pouvoir qui essaie de scruter ce que font les citoyens, puis ça, de manière très large. Sur le plan strictement journalistique, André Cédillo, est-ce que la surveillance des journalistes vous a pris de court aussi avec 35 ans de métier de chroniqueur et puis 10 ans de commentateur, là, où vous dites on en a vu d'autres? Non, honnêtement, là, j'ai été très surpris de tout ça. Parce que on sait par la jurisprudence, la protection des sources, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême. Puis je pensais que le cadre légal nous protégeait amplement, premièrement. Deuxièmement, j'aurais jamais pensé qu'un corps de police au Québec irait aussi loin que espionner des journalistes. Vraiment, ça vous avait jamais traversé l'esprit? Je vous dirais, depuis 2005, on a toujours été prudent. C'est sûr que avant 2005, là, je vais parler avant 2005, j'aurais jamais pensé ça parce que on était prudent, mais on pouvait pas imaginer qu'il ferait ça. Mais depuis 2005, nous autres, on était doublement prudents parce que on avait l'impression que la police était de plus en plus politique. La Sûreté du Québec, on le savait depuis longtemps, qui était proche du pouvoir. Surtout, faut pas oublier, là, quand je parle de corps de police, on parle des directions de police, on parle pas des gens qui sont dans la rue, oui, bien sûr. Pas les policiers ordinaires. Donc, depuis 2005, on se doutait qu'à Montréal, parce qu'à cause à cause de ce qui se passait, depuis 2005, à Montréal, on se disait qu'ils sont très proches de la politique, donc il faut être doublement prudent. Parce que... C'est pas l'histoire de la police provinciale au Québec, là, les élections de Duplessis, etc. C'est pas une histoire connue, ça? Oui, mais justement, moi, je suis de la génération des journalistes des années 75. À partir de là, il y avait eu des commissions d'enquête, la commission McDonald, il y avait toutes sortes de commissions qui avaient balisé le terrain. Après la crise d'octobre et les événements de 70. Oui. Exact, ça avait été dénoncé amplement. Donc, nous, il y avait eu des nouvelles règles instituées et tout ça. Donc, nous, dans ma carrière, j'ai commencé à y penser vraiment, là, en 2005, parce qu'il y avait de plus en plus de chasse aux sorcières dans les corps de police. Dès qu'on sortait une petite histoire, des fois même banale pour nous et pour tout le monde, il y avait des chasses aux sorcières. Donc, on se disait, wow, on a dit ça beaucoup cette semaine. Ça veut dire quoi, chasse aux sorcières? On parle de quoi précisément? Bon, on s'énerve pour rien. Là. Par exemple, l'histoire des frères Cotitine du Canadien de Montréal. Là. Je me souviens plus en quelle année j'ai sorti ça. Là. Écoute, toutes mes sources d'informations là-dedans, pendant des semaines, je pouvais plus communiquer avec eux autres. Et ils m'avaient informé
par la bande, parce que pas eux autres m'avaient informé par la bande. Faut plus que tu restes en contact avec ces gars-là. OK, je vais attendre qu'ils reviennent. Rapidement, c'était quoi l'affaire là, pour les gens qui n'ont pas suivi ça? C'était des joueurs du Canadien là, qui avaient été, qui se tenaient dans les bars, puis il y avait des accointances avec des pégrios là, qui étaient reliés, je pense, à la mafia ou au motard à cette époque-là. Nous autres, dans l'intérêt public, le Canadien allait nulle part. Les billets se vendaient 200 $. On a dit les spectateurs qui voient le Canadien perdre la journée longue parce que ces gens-là se traînent les pattes. On va les expliquer pourquoi ils se traînent les pattes. Parce qu'ils sont dans les bars. Là, vous avez frappé haut, vous avez inquiété beaucoup de monde. Là. Oui. Jamais eu autant de lettres de bêtises de ma vie. Les politiciens, c'est pas grave, mais le Canadien... Oui, le Canadien, c'est pas permis, ça. Non. Madame Coupal, cette commission d'enquête publique, j'imagine que vous applaudissez à deux mains, là. C'était ça la bonne idée? Bien, en fait, oui, avec toute la dernière semaine et ce qu'on apprend, je pense qu'il faut comprendre un peu ce qui est arrivé. Parce que, vous savez, moi, j'ai été surprise et pas surprise. D'abord, d'un certain point de vue, je me suis dit, bien, ça a été fait de façon... Il y a une présomption de légalité, là, il y a des mandats qui ont été signés par des juges. Et puis, je me suis dit, bon, on verra, on va quand même savoir le fond de l'histoire. Hein. À un moment donné, on va en prendre connaissance de ces mandats-là, prendre connaissance des dénonciations, de l'affidavit, et on va savoir qu'est-ce qu'on a allégué dans ces cas qui sont, quant à moi, deux histoires différentes, en Lagacé et les autres. Bon. Lagacé et l'équipe d'enquête Alain Gravel, Marie-Maude Denis, oui, c'est des corps policiers différents, puis c'est sans aucun doute une dénonciation qui porte sur des activités différentes. Bon, mais dans le même esprit. Même esprit. Et un peu comme André, moi, ce qui m'a surpris, j'ai été très surprise parce que notre droit encadre beaucoup mieux maintenant ces demandes qui sont faites lorsqu'on veut émettre un mandat à l'égard d'un journaliste. C'est très, je vous dirais même que c'est assez clair avec les décisions de la Cour suprême. C'est assez facile d'appliquer et il devrait nous rester très peu de cas où on peut se servir de mandat pour aller justement piger dans l'information journalistique. Alors, très surprise. Alors, pour répondre à votre question, oui, bonne idée qu'il y ait un mandat pour voir clair dans tout ça. Mais c'est une commission d'enquête instituée par le gouvernement du Québec. S'il y a des recommandations à faire pour changer quelque chose, il faut que ça change à Ottawa, pas à Québec. Ben, c'est-à-dire, je pense qu'il peut y avoir trois volets, cette commission d'enquête. D'abord, à essayer de voir ce qui s'est passé, voir la nature des dénonciations, les affidavits et pourquoi on a autorisé ça. Deuxièmement, il faut comprendre le processus interne dans les corps de police qui a fait en sorte... Ça va être compliqué. Bien, M. Lapointe nous a dit au début de la semaine dans sa conférence de presse, qui parlait au nom de la Sûreté du Québec, qu'il y avait, lui, une méthode à l'intérieur et que c'était très sérieux et qu'on montait 2, 3 échelons avant de pouvoir présenter justement ce type de requête pour entrer dans le domaine journalistique. Bon, ça, je pense que ça peut aussi dépendre de nous, province, mais évidemment, à la fin, sur le fond, c'est du droit criminel, c'est l'autorisation de mandat, et ça, ben, ça relève du fédéral, et ça relève évidemment du gouvernement fédéral de voir s'il y aura des amendements qui seront apportés dans ce cadre-là. Malgré tout, rappelons qu'il y a une jurisprudence relativement simple, qui se rejoint et qui permet maintenant d'encadrer ces mandats-là. Alors, c'est pour ça que peut-être il faudra revenir d'abord aux faits. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on a pu présenter ce genre de mandat, probablement plusieurs juges, on ne sait pas sont combien, et que dans chacun des cas, ce fut autorisé. Il y a quand même une présomption d'égalité jusqu'au moment où on fera, si c'est ça qui arrive à la Cour prochainement, là, où on fera éclater les mandats. Là, il y a une présomption qu'on avait des motifs suffisants pour faire ça, en regard d'actes criminels posés, et puis on avait des affiants sérieux. Une commission avec un représentant des médias, le seul qu'on connaît déjà. D'ailleurs, je pense à Christian Leblanc, l'avocat des médias, un représentant de la police, et un ou une juge. C'est correct comme forme? Enfin, je ne sais pas s'il fallait aller en commission publique si vite, mais on a décidé d'y aller. Je pense qu'il fallait une enquête sérieuse et il y a des cas où on a déjà donné des mandats à une personne d'aller fouiller et on a beaucoup plus trouvé qu'avec une enquête à 3. Déjà, 3, c'est mieux que 2 parce qu'on pourra chercher une forme. Faut que je vois une allusion à la commission Mais Charbonneau. c'est beaucoup mieux, vous savez, parce que c'est plus facile de dire nous sommes 2 d'accord sur 3 que de dire on est un contre un. Surtout si le troisième n'est plus d'accord à la fin. Ben c'est ça. Alors c'est plus facile, mais je m'interroge, on l'a choisi, ça sera ça. L'important pour moi,
je pense c'est que ça se fasse vite, qu'on puisse comprendre de façon très ponctuelle ce qui s'est passé et pourquoi, entre autres, là, aujourd'hui, tout sort. D'accord. Chantal Pouliot, on va élargir le débat avec vous. Je tiens à ce qu'on mette tout de suite ce que vous avez à nous dire dans la marmite de notre réflexion. Alors, vous, disons que je répète, là, vous avez signé cette lettre, vous avez rédigé cette lettre signée par presque 300 universitaires maintenant cette semaine sur l'affaire Marie-Ève Maillé qui faisait un doctorat sur l'agitation citoyenne autour de l'installation d'éoliennes en Gaspésie. Dans la MRC de l'érable et d'Arthabasca au centre du Québec. Oui, c'est pas à Gaspésie, c'est Arthabasca, effectivement. Alors, voilà. C'est mon erreur. Voilà. Alors, donc, quels faits vous ont interpellé là-dedans? Là? Bien, en fait, l'affaire Maillé, si on veut la résumer, là, c'est que dans le cadre d'un recours collectif qui l'oppose à un groupe de citoyens des MRC là, de l'érable et d'Arthabasca, l'entreprise éolienne de l'érable a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure pour forcer Mme Maillé à lui remettre les noms des participants à son étude de doctorat en communication et toutes les données brutes qui ont servi à l'analyse, dont les enregistrements audio des entretiens qui ont été réalisés avec les citoyens. Quand même incroyable, ça. C'est incroyable. Pour votre information, sa thèse s'intitule « Information, confiance et cohésion sociale dans un conflit environnemental qui est lié à un projet de parc éolien au Québec ». Et donc, pour elle, puis c'est aussi un problème pour les membres de la communauté scientifique, remettre l'ensemble du matériel de recherche compromettrait l'anonymat des participants. Est-ce que ça s'est déjà vu? Il y a eu 2 cas comme ça où c'est des corps policiers qui étaient impliqués, non pas d'une compagnie privée, puis j'y reviens dans un instant. Oui, là. d'accord. Et donc, l'anonymat des participants, c'est un principe qui est incontournable en recherche universitaire. Et un des problèmes avec cette situation-là, c'est qu'en refusant de remettre son matériel de recherche, Mme Maillé a un comportement éthiquement responsable, mais du coup, elle s'oppose à une poursuite pour outrage au tribunal. Puis, l'autre aspect qui vient interpeller les universitaires qui ont signé la lettre, c'est que ce jugement-là a un effet important sur les modalités fondamentales de recherche scientifique universitaire. Et pour nous, le concept de confidentialité, c'est un outil de travail. C'est un outil, même théorique, qui nous permet de, par exemple, être autorisé par nos comités d'éthique dans les universités à mener de l'avant nos recherches. Voilà. Et donc, c'est vraiment... il faut rassurer les gens tout de suite. Il n'y a pas eu de conséquences encore. Ça n'a pas été... Les données n'ont pas été remises et on va en appel avec ça, si je comprends bien. Oui. L'Université du Québec soutient finalement la chercheure de façon juridique et on va aller en appel. Ça risque de se rendre loin, cette affaire-là, surtout si c'est un précédent. Est-ce que vous croyez à la cohésion du milieu universitaire là-dessus? Oui, j'y crois. Puis je vous dirais que, en fait, la nouvelle est sortie sur le site de Radio-Canada lundi. Puis moi, quand j'ai vu ça, ça m'a interpellée, connaissant un peu la question et le cas de Mme Maillé. Et j'ai parlé avec des membres de mon département qui m'ont dit « Ah oui, ce serait intéressant de faire quelque chose. On ne savait pas trop quoi. » Je me suis dit « Bon, je vais rédiger une lettre. » Mais personnellement, je m'attendais à ce qu'on soit 4 ou 5 ou 7 co-signataires. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi disons que vous êtes tombé la bonne semaine, hein? On est tombé la bonne semaine et je pense que le cas, là, sur le plan de l'impact que ça peut avoir sur la recherche scientifique universitaire est tellement grand que ça a interpellé des gens, d'ailleurs, de plusieurs universités, de plusieurs disciplines, de plusieurs facultés et de plusieurs statuts au sein de l'université. Alors oui, j'y crois. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne, comment la question va se régler en cours ou hors cours, là, parce que ce jugement-là touche vraiment à la recherche. Puis je vous donnerai peut-être un exemple concret tout à l'heure, si vous voulez. Oui, restez avec nous. De toute façon, cette émission commence. Pierre Trudel, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche de cette émission, ma démarche, qu'on mêle ces deux choses-là, parce que dans le fond, la théorie, c'est qu'on parle de pouvoir et information. Absolument. Tant la presse que les chercheurs universitaires font finalement la même chose à des degrés différents. Hein. Ils cherchent, ils essaient de comprendre, ils essaient d'expliquer. Et, merci. C'est le fun de se faire parler comme ça, comme journaliste, des fois. Mais c'est parce qu'on se fait parler autrement tellement souvent. Et donc, c'est le fun. et ce qui est en jeu ici, c'est essentiellement cette liberté de rechercher librement des informations sans contraintes excessives, sans avoir l'impression d'être surveillé ou l'impression d'être à la merci d'un outrage au tribunal si on se conforme à la réglementation universitaire, qui, il faut le dire, vient aussi des lois. Hein?
Donc, autrement dit, c'est même pas... les chercheurs universitaires, c'est encore pire, parce que c'est les lois des organismes subventionnaires qui nous forcent, moi je suis un universitaire, là, qui nous forcent à respecter ça. Alors là, il y a... Et ce que ça indique, finalement, c'est qu'il y a une sérieuse révision à faire autour, justement, de... Qu'est-ce que ça veut dire dans la société contemporaine de chercher des informations puis d'essayer d'expliquer? Et c'est ce type d'apprentissage que probablement... je pense que, notamment de niveau du système judiciaire, il y a peut-être un petit examen de conscience à faire de ce côté-là. Je veux dire, on entend toujours, les gens disent c'est considérable, c'est important, la liberté d'expression, on est pour ça, la liberté d'expression. Mais quand c'est le temps de l'appliquer, puis quand c'est le temps de l'appliquer sérieusement dans les vraies affaires, là, c'est une liberté qui passe un petit peu à la trappe. Dans le cas des tribunaux, le confort des tribunaux, dans le cas d'une poursuite civile, les juges tolèrent que des avocats réclament n'importe quoi de l'autre partie. Dans le scandale de la poursuite Bayon contre le Livre Noir Canada, ce qu'on sait moins, mais qui a été bien documenté, notamment dans un film, c'est que la poursuite a passé des années à réclamer des documents à tour de bras de la part de l'auteur, à l'auteur du livre, Alain Deneau, et au point de l'épuiser. Et les juges tolèrent ça. Alors, il y a quand même quelque chose... Un peu comme on a épuisé Claude Robinson en le laissant gagner en cours, en sachant qu'il n'y aurait jamais d'argent. Alors, oui, absolument. Alors, il y a quelque chose là qui... et dans le cas de cette émission, c'est vrai que, comme dit Mme Coupal, qu'il y a une présomption de validité, mais on peut quand même s'interroger sur la culture qui semble faire en sorte que l'on prend pour acquis que si on nous dit ça, c'est que c'est correct. Ça doit être vrai. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de dérive des tribunaux? C'est peut-être pas une dérive, mais en tout cas, les tribunaux, comme n'importe quelle institution dans la société, échappent pas ou ne devraient pas échapper à la critique, ne devraient pas échapper aux révisions. Et là, c'est probablement une occasion de voir qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là. Cela dit, ça doit se faire dans les règles. On ne parle pas et on n'examine pas le comportement des tribunaux de la même manière que n'importe quelle autre institution dans la société. Mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Exemple. Comme le journaliste. Frédéric Bérard, votre livre s'appelle La fin de l'État de droit. On est à quel chapitre cette semaine? J'ai écrit ça en 2014 et le titre se voulait assez alarmiste. Là. C'était l'éditeur XYZ qui avait choisi ce titre-là en disant on va faire réagir les gens et c'est peut-être une vingtaine de petites histoires qui démontraient, à mon sens, des accros à l'état de droit. Il n'y a rien de prémonitoire dans le livre, mais peut-être que le titre l'était en un sens. J'aurais jamais pensé qu'on se retrouve aussi loin qu'on se trouve aujourd'hui. La discussion qu'on a là, pour moi, me semble, en un sens, surréaliste. Des policiers qui épient de manière systématique des journalistes, pas 5 minutes, pas une journée, mais des mois de temps, en ne sachant, entre on verra, mais jusqu'à preuve du contraire, de manière relativement omnibus, toutes les conversations de l'agacé sont épiées de A jusqu'à Z. Les numéros entrants, les numéros sortants, on lui plaque une certaine forme de GPS sur l'épaule, savoir où il se trouve pendant 9 mois. Ça, c'est Big Brother. Là. On peut faire ça avec tout le monde aujourd'hui. C'est ça le problème. En fait, la technique, elle est là. N'importe qui a un téléphone cellulaire est sujet à la même chose. Dans un sens. Mais là, je rejoins M. Sidio quand il disait « J'ai toujours pensé que le droit nous protégeait de ça. » Et même moi, qui est un des alarmistes, un des énervés à ce niveau-là, n'aurait pas pensé qu'on puisse aller si loin. Ceci dit, je rejoins Mme Coupal en disant attendons voir la dénonciation, attendons voir ce qui... J'espère que ce qui a été inscrit dans cette dénonciation-là est excessivement grave. Ça a l'air un peu comique de dire ça. Excessivement vrai. Excessivement vrai, surtout. Parce qu'autrement, ça voudrait dire qu'un juge de paix aurait violé, en un sens, les enseignements de la Cour suprême. Et là, je rejoins Pierre qui disait... en un sens, les tribunaux jouissent d'une certaine... d'une immunité d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue légal, mais est-ce qu'ils jouissent d'une immunité d'un point de vue opinion publique? En un sens, peut-être aussi, est-ce qu'on peut s'interroger, est-ce qu'on peut faire un examen de conscience à ce niveau-là, nous, juristes, notamment les tribunaux, en se disant, est-ce qu'on respecte sérieusement l'état de droit? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de déraper, mais totalement. Suzanne Coupal, ça fait 3 fois qu'on évoque, c'est vous qui l'avez évoqué la première, des motifs graves, des vraies grosses raisons pour faire cette enquête-là. Vous nous amenez ailleurs. Là. L'hypothèse cette semaine, générale, c'était le zèle des policiers.
Ouais, Là, mais- vous vous posez la question, tout à coup, il y a autre chose là-dessous. Ben, c'est parce que supposons pour les fins de notre discussion qu'il y ait plusieurs juges qui ont autorisé ces mandats-là, un après l'autre, et ils ont Ben, donc... effectivement, il y a plusieurs Bon, juges. alors, plusieurs juges se seraient trompés, là. Ils n'auraient pas su qu'il y a des balises en droit criminel avec les décisions de la Cour suprême qui expliquent qu'on ne peut pas écouter un journaliste n'importe comment pour n'importe quoi. Alors, il y a certaines balises qui nous indiquent qu'il faut qu'il y ait la commission d'un acte criminel et peut-être que le journaliste en serait partie, ça en serait une. Et puis là, il y a toutes sortes de critères qui s'appliquent. Alors, il faut comprendre qu'on a présenté à ces juges la commission d'un acte criminel ou enfin une enquête qui était en cours sur des actes graves et qu'il fallait absolument avoir ces données de téléphone, là, les appels entrants et sortants, pour pouvoir compléter cette enquête-là. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a représenté à plusieurs juges qu'il fallait émettre ces mandats-là et je suppose, et on verra, que ces représentations étaient vraies parce qu'il y a un affiant qui a fait sa job, puis que les juges ont fait leur job, et vis-à-vis ce qui fut représenté, ils ont décidé d'émettre les mandats. Si tel n'est pas le cas, ben, tous ces juges n'ont pas fait leur travail et il y a des moyens légaux d'aller à la cour puis de faire en sorte de vérifier si le travail, le pouvoir de surveillance, ça a été bien fait, ou bien il y a des gens qui ont fait des déclarations qui n'étaient pas exactes, les affiants, les dénonciateurs, pour aller chercher des choses en représentant des juges, une réalité qui n'était peut-être pas la vraie réalité. C'est tout ça que l'enquête va déterminer et qui m'apparaît essentiel pour comprendre ce qui se passe. On va savoir ça dans le premier cas assez rapidement, d'ici une couple de semaines, quel est le contenu de ce qu'on a demandé à la juge de Carufel dans le cas de Patrick Lagacé. Oui. Hein, il y a des scellés qui vont être levés autour du 20 novembre, Je pense que c'est ça, 24 novembre, je pense. 24 novembre. Et on va savoir ça à ce moment-là. Ben, enfin, on va avoir une idée de la nature de la dénonciation, de l'affiant, qu'est-ce qui est contenu, qu'est-ce qu'on a dit. L'affiant, ça veut dire Ben, quoi? ça veut dire, dans ce cas-là, lorsqu'on fait une procédure ex parte devant un juge, c'est généralement l'enquêteur au dossier ou un policier qui vient dire, voici, j'ai des motifs qui sont raisonnables de croire que cette personne-là va nous aider dans notre enquête, elle est suspecte ou autrement. Et pour ces motifs-là, j'ai besoin d'avoir les appels rentrants et sortants de son cellulaire. Bon, on va savoir qu'est-ce qui a été représenté aux juges, là, alors qu'on a assermenté, on a dit que c'était primordial d'avoir ça. Et puis là, le juge a dû faire petite lumière s'allumant. J'ai des critères à appliquer selon les arrêts de la Cour suprême, selon le code criminel, je les applique et j'autorise. Ça a été autorisé. Oui, ça a été autorisé, mais ça a été autorisé par ce qu'on appelle un juge de paix. Pierre Trudel, un juge de paix, est-ce que c'est un vrai juge? Ben, ce sont des juges de niveau de première instance, de niveau qu'on appelle inférieur, mais sans, C'est pas des juges sans qui le président péjoratif. des procès. Ben, dans certains cas, il y a certains juges de paix qui président des procès, mais dans certains cas. Ça Mais veut on dire parle quoi, de, là? les juges de cour municipale, par exemple, sont des juges de paix. Les procès de tickets. Oui, les procès de tickets. Ouais. Mais pour les Ouais, mais citoyens, c'est des procès quand même. Pour le citoyen, c'est pour important. les citoyens, c'est t'sais. important quand même. C'est des juridictions. Oui, mais vous savez, un procès juge de de paix... tickets, puis un procès criminel, Bien sûr. ou même un procès en divorce, c'est pas la même chose. Mais les là. résultats sont différents. Ouais, sauf que là, l'aspect qui est important, c'est comme l'a dit Mme Coupal, c'est que c'est ex parte, c'est-à-dire que c'est fait en l'absence de la personne concernée. Ouais. Et dans ces cas-là, on s'attend à ce que le juge redouble de précautions, fasse un peu l'avocat du diable, si vous voulez, Oui, et finalement vienne challenger l'affiant, c'est-à-dire le policier qui se présente et qui dit j'ai besoin de faire de l'écoute ou de surveiller parce qu'il y a telle chose. Et donc, ça prend un juge qui fait autre chose que simplement écouter et prendre pour acquis que tout ce qui est dit est vrai. Et donc, ça demande... et c'est ça qui n'est pas clair. Évidemment, c'est ce type d'information-là qui, lorsqu'on le connaîtra, va nous permettre de mieux évaluer jusqu'à quel point, à quel endroit le court-circuit est arrivé. André Cédillo, on a parlé cette semaine, plusieurs personnes ont parlé, ont laissé entendre, ont évoqué cette espèce de règlement de compte à l'intérieur de la police, qu'on se servirait des journalistes pour trouver, dans le fond, qui parle aux journalistes pour dénoncer l'autre gang de la police à l'intérieur du même corps de police ou dans un autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble vraisemblable? Oui, c'est vraisemblable. Je vous parlais de 2005.
depuis que les corps de police, selon moi, là, sont devenus plus politisés. En tout cas, de l'extérieur, on avait ce sentiment-là. Oui, il y a des rivalités. Comment? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? C'est parce on l'a vu dans les dossiers là, quand on faisait enquête, nous autres, sur l'industrie de la construction puis tout ça, il y avait des chasses aux sorcières, mais on pensait que ça s'arrêtait là. On savait aussi parce que ces gens-là, les policiers là, qui nous informaient là sur ce qui se passait à l'intérieur du corps de police, c'est parce que ces gens-là étaient pas d'accord avec ce qui se passait, parce qu'auparavant, il y avait on nous informait d'affaires judiciaires, là, tu sais, moi, dans mon beat, c'était plus des histoires de police que j'appelais, là, tu sais, avec les bandits, ça avait lien avec les bandits, mais là, on était tombé dans des affaires politiques quand on faisait enquête sur l'industrie de la construction, là. Il y avait des noms très importants là-dedans. Donc, on savait qu'il y avait des chasses aux sorcières, il y avait des policiers qui nous pissaient dans l'oreille, comme on dit, parce qu'eux autres, ils n'étaient pas d'accord avec ça. C'est des policiers qui voulaient aller plus vite que leur machine. Oui, on a juste l'exemple de l'opération Diligence, là, quand les policiers étaient sur une filature, ils suivaient le trésorier de la FTQ Construction qui s'en va rencontrer par hasard Charest, puis la filature est stoppée. Pourquoi? Il n'aurait pas stoppé normalement cette filature-là qui devait durer toute la journée. On la stoppe parce qu'il a rencontré Charest. Qui aurait-il été rencontré? Qu'est-ce qui s'est dit entre Charest et lui? Puis qui aurait-il été rencontré après? C'est ça que l'enquête aurait pu révéler. C'est ça que les policiers voulaient savoir. Qui ce monsieur-là allait rencontrer après? Il suivait depuis l'avant-midi, puis il avait déjà rencontré plein de monde. Tout à coup, il se ramasse avec Jean Charest. Donc, pourquoi qu'on continue pas la filature pour savoir? C'est ça, les policiers, là, dans cette enquête-là, l'enquête aussi a fini. Il y avait de l'écoute électronique dans ça, très, très intéressante sur plein de politiciens et de ministres et de sous-ministres. Donc, eux autres, ils comprennent pas ça. Donc, le seul recours qu'ils ont, c'est de parler aux journalistes. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas entendus en haut. Oui, effectivement. C'est de la rébellion, mais en même temps, moi, je pense que c'est une conscience sociale très importante de ces policiers-là. Ouais. C'est là que le rôle de journaliste, Claude Robillard, devient un rôle presque politique. Je veux dire, ça devient difficile de se gouverner comme journaliste à ce moment-là. Quand on a l'impression d'être le jeu de forces qui font de la politique l'un contre l'autre. Oui, mais le journaliste, lui, dans cette histoire-là, il a ses propres critères d'évaluation de ce qui est d'intérêt public. Et donc, c'est pas important qu'une gang veuille régler des comptes avec une autre gang. Ça, c'est sa motivation. Ce qui est dit, est-il d'intérêt public? Est-ce que ce qui est dit, est-il vrai? Est-ce que j'ai contre-vérifié avec d'autres sources? Et si tout ça est rencontré, il y a une histoire qui doit sortir dans le public. Parce qu'autrement, si on remarque le nombre incroyable, tout à coup, là, on voit qu'il y a un rapport, il y a eu une fuite, un rapport vient d'être publié qui montre qu'il y a tel drame, tel problème énorme. Mais pourquoi ce problème-là a jamais été rendu public? Il a fallu que ce soit une fuite qui rende public quelque chose qui aurait dû, il y a des lois d'accès à l'information, il y a une divulgation automatique, tout ça. Ça marche pas, ces choses-là. Ça marche très peu. Alors donc, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un, comme dit André, sente que l'intérêt public est violé et je sens que je dois le faire. Tu sais, quand par exemple la divulgatrice qui travaillait pour Emploi Canada à Vancouver a divulgué au Devoir que les inspecteurs avaient des quotas à remplir, des quotas de primes d'assurance chômage à couper là, par mois, ben, ça a perdu sa job. Mais ça, c'était pas une fraude, c'était juste une directive interne, ces quotas-là, qui était scandaleux, qui devait être rendu public. Et la pauvre fille, elle a payé pour cette révélation-là aux journalistes. Donc, le journaliste, lui, en sachant ça, il a vu que c'était intérêt public et il l'a rendu public. Donc, le journaliste, il n'est pas pris entre l'arbre et l'écorce. Il joue sa job d'évaluer ce qui mérite d'être rendu. Ce qui mérite d'être entendu, voilà. Oui, André? Non seulement l'intérêt public, là. Nous autres, on mesure toujours l'intérêt public, mais en même temps, l'important pour nous, c'est la rigueur. Et voilà pourquoi on a besoin de sources d'informations pour valider des informations. Et souvent, pas juste d'obtenir des filons, mais aussi la valider, cette information-là. C'est très important. Les sources, c'est essentiel pour ça. Dans le cas des recherches universitaires, Pierre Trudel, les citoyens auprès desquels on fait enquête pour établir une thèse sociologique,
ça s'appelle aussi des sources d'information. Oui, absolument. C'est à un autre niveau, bien sûr. C'est de l'information là qui n'est pas nécessairement du même type que celle que diffusent les médias, mais faire en sorte d'éclairer la collectivité, parce que le travail des recherches universitaires, c'est ultimement destiné au public. C'est de l'information. C'est de l'information. C'est de l'information. Et par conséquent, c'est un travail de même nature. Et pour qu'il soit réalisé, il faut parfois garantir la confidentialité aux sources, parce que les gens vont souvent révéler des aspects de leur intimité là-dedans, des aspects de leur état de santé ou encore d'autres aspects, d'autres situations vers lesquelles ils ne vont parler qu'à condition qu'on garantisse que leur identité sera protégée. Donc, c'est toute cette... Mais si je peux me permettre, dans le cas des recherches universitaires, les chercheurs sont obligés de s'engager à respecter la confidentialité. C'est assez incroyable. Le juge n'était pas au courant de ça. Je ne le sais pas, mais c'est pas une option. Je parlais d'un exemple concret. Là. Lorsqu'on mène une recherche, on établit un projet, on fait des demandes de subventions, on obtient les subventions, et avant d'aller plus loin avec la recherche, on doit passer par le comité d'éthique de notre université. Et ce comité d'éthique va approuver le projet à partir du moment où on fait état des façons, des mesures qu'on compte prendre pour protéger la confidentialité. Voilà. Et on doit construire un formulaire de consentement dans lequel on doit dire aux participants, écoutez, il y a des risques et des inconvénients, parfois il n'y en a pas. Mais assez souvent, en sciences humaines, sociales et en santé, il y a des risques et des inconvénients qu'on doit détailler. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu à dire, il se pourrait que le tribunal veuille savoir votre nom, votre adresse, etc. Le tribunal est l'autre partie. Oui. L'entreprise qui demande des informations. Oui, bien sûr. L'entreprise qui demande l'information par la voie du tribunal. Qu'est-ce qu'on fait après votre lettre? On voit là, que vous avez touché quelque chose de fondamental. Vous vous attendiez à 3-4 collègues, vous êtes rendu à 300. On en parle à cette émission. On fait le rapport avec l'accord des spécialistes avec la question de la liberté de presse, de la liberté d'expression. On s'en va où après ça? C'est une excellente question. Parce que la visée de la lettre, en fait, la visée était double. C'était d'une part de soutenir Mme Maillé et d'autre part d'introduire cette question-là dans la sphère publique, dans le débat public. Et donc, ça, c'est fait. Maintenant, vous comprendrez que... Ça a l'air que ça marche. Là, oui. Ça marche. On est ici ce matin aussi, puis on en parle. Mais vous comprendrez que les professeurs d'université ne sont pas les interlocuteurs privilégiés dans cette histoire-là. Il y a des instances qui auront probablement à se parler. Il y aura des universités qui auront à s'entendre. Il y a le fonds de recherche aussi qui fait des démarches en ce sens-là. Et donc, à quoi on peut s'attendre, je ne sais pas trop, mais il faut absolument que le regard se porte sur ce jugement-là parce que les effets sont directs et imminents. On dit, il n'y a pas d'effets maintenant. Je ne suis pas convaincue qu'il n'y a pas déjà des effets qui ont été ressentis dans la population. Il faut s'attendre, j'imagine, au moins Frédéric Bérard, à ce que le monde universitaire se solidarise autour de cette cause-là. Au moins, est-ce que c'est trop demandé? J'espère. Je pense que la lettre est déjà un bon début. Moi, je vois deux... Non, mais je parle des autorités, là, les recteurs, les directions. De savoir que l'UQAM se décide d'appuyer sa chercheure, c'est déjà une bonne chose. Pour moi, c'était même pas une option, là, c'était une évidence. Moi, je vois deux dénominateurs communs dans tout ça. La première, puis on en parle indirectement, mais le jour où les sources journalistiques peuvent être divulguées en claquant des doigts, le jour où les sources scientifiques peuvent être divulguées en claquant des doigts, et peut-être avec des conséquences, parce que l'entreprise qui a obtenu ces informations-là sera peut-être tentée, je ne le sais pas, j'en sais rien, mais de poursuivre au civil en dommages, c'est ceux qui auraient tenu peut-être, selon elle, la diffamation. Donc, le jour où ces sources, tant journalistiques que scientifiques, sont divulguées au grand jour pour une affaire de rien, il n'y a plus personne qui va parler, ni aux journalistes, ni contribuer à des recherches scientifiques. Il y a des pays comme ça existe. Oui, puis habituellement, on appelle ça des pays dictatoriaux. Ce qui fait en sorte, est-ce qu'on est rendu là? Non, je ne crois pas, mais il faut être, à mon sens, le plus vigilant. On pense pas que ça nous guette non plus. On pense pas qu'il faut faire attention pour ne pas se rendre là. Et ça, c'est l'autre chose. Orwell il dit, la dictature prend naissance dans le terreau de l'ignorance. Et donc, je suis au moins content que cette semaine, on éveille les consciences à ce niveau-là. On en discute. On est tous, je pense, un peu surpris, mais au moins qu'on puisse décider ensemble de qu'est-ce qu'il y a à faire et de comprendre de premier temps qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le deuxième dénominateur commun, très rapidement, c'est quoi? C'est, à mon sens, de garder à l'esprit la chose suivante. Ce n'est pas de petites affaires, là. Nos régimes démocratiques, nos États de droit sont fondés là-dessus. Le jour qu'on n'a plus ça,
tant d'un point de vue scientifique que journalistique, on va vivre dans une très, très drôle de société. Et ça, à titre personnel, je m'inquiétais beaucoup moins, je m'inquiète encore davantage aujourd'hui. J'espère qu'on va resserrer la vis à ce niveau-là. Et la dernière chose, c'est que dans les deux cas, encore une fois, tout ça a passé par le processus judiciaire. De là, la nécessité d'une enquête à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce niveau-là et de rectifier le tir dans à la première occasion utile. Pierre Trudel, Suzanne Coupal, est-ce que notre société a manqué d'attention, on a échappé une coupe, puis tout à coup on se retrouve, oups, on pensait que c'était réglé, mais quand on sort, ça ne l'est pas. On est à quelle étape là, de notre vie sociale? On a l'impression que c'est parce que les libertés fondamentales, si on les prend pas au sérieux, si on les ramène juste à un slogan, genre « j'ai rien contre la liberté de presse », comme disait un dirigeant policier, ça dit pas grand-chose. Bien au contraire. C'est pas juste un slogan, en fait, c'est des libertés qui imposent des obligations à tout le monde, c'est-à-dire des obligations puis des obligations d'ajuster son comportement en conséquence. Et c'est ça qui semble manquer. Les libertés, tout le monde est pour dans l'abstrait. Mais dans l'abstrait, oui. Dans l'abstrait, tout le monde est pour. C'est comme la maternité, la tarte aux pommes, tout le monde est pour ça. Mais là, on touche... ça dépend. Il y a ça beaucoup dépend d'énergie des goûts. maintenant. Ça dépend des goûts. Mais, et c'est ça probablement qu'on découvre là, de façon dramatique. Ouais, c'est le fait que quand on est dans une société qui garantit la liberté d'expression, il faut que ça soit pris au sérieux à tous les niveaux. Et si on ne le prend pas au sérieux, ceux qui ne prennent pas ça au sérieux devront éventuellement peut-être en répondre. Suzanne Coupal, est-ce que notre société manque d'attention? C'est-à-dire, elle a tous les outils, en tout cas, pour ne pas en manquer. Hein? J'abonde dans le sens de M. Trudel. Prenez la présomption d'innocence. Hein? Combien de fois on a répété au cours des dernières années, en raison d'enquêtes, en raison de nouvelles, en raison... Faites attention à la présomption d'innocence, une personne est présumée innocente. Alors, c'est la même chose. Hein? Ce qu'on a inscrit dans notre charte, ce qu'on applique tous les jours en matière criminelle avec des requêtes sur la charte, c'est ça. Ce sont les droits fondamentaux. Et si on est ici, c'est parce qu'on peut parler chez nous, puis qu'on a une démocratie qui nous permet de nous exprimer. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Il faut toujours être vigilant à l'égard des personnes ou des organismes qui exercent du pouvoir. Une chose qui est inquiétante aussi, c'est la réaction des générations plus jeunes. Il y a Cogeco qui a commandé un sondage cette semaine, sondage Somme, où on apprend qu'il y a 81% des gens qui sont contre les agissements de la police cette semaine, 19% qui sont plutôt pour, mais chez les 18-34 ans, c'est 32% pour. En bas de ma chaise, Frédéric Bérard, vous êtes jeune, le plus jeune, avec Mme Pouliot. Je sais pas. Expliquez-nous, vous deux, là, Mme Pouliot, Frédéric Bédard. Je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus. Il y a peut-être l'impact. C'est votre gang, c'est votre génération. Ouais. En fait, j'aimerais ça, là, mais j'ai dépassé un petit peu de temps. Mais bon, en fait, vous êtes les plus proches d'entre eux, merci. Mais en fait, ce qui est certain pour moi, c'est que les médias sociaux ont eu un impact assez majeur à ce niveau-là. Je peux pas le démontrer scientifiquement, mais le fait d'étaler sa vie privée au grand jour et à la journée longue, disons-le, sur les Facebook, les Twitter, les Instagram. J'imagine que ça a certainement un impact chez cette génération-là, qui est probablement la plus grande utilisatrice des médias sociaux, en un sens, qui doit se dire « Ouais, là, c'est quand même pas si mal, on n'a rien à cacher, regarde la preuve, moi toute ma vie privée est déjà sur les médias sociaux, n'importe qui peut y accéder. » Donc, il y a sûrement une petite influence là-dessus. Oui. D'ailleurs, je vais passer à Mme Pouliot tout de suite, mais je veux juste vous signaler que après cette émission, à la Sphère, Mathieu Dugal aura des spécialistes avec lui pour parler précisément de ces questions-là, de l'enjeu médias sociaux dans cette grande discussion sociale. Oui, Mme Pouliot, de votre côté, comment vous expliquez ça? Oui, mon interprétation est liée peut-être au fait que c'est une génération qui est pas tout à fait à l'aise peut-être avec les tenants et aboutissants de nos professions. Et qui, d'autre part, ça peut-être... veut dire quoi, ça? Je comprends pas. Ça veut dire qu'on a besoin de ces outils-là, on a besoin de la circulation de l'information, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre pour acquis. Et donc, les professions journalistiques, de recherche en université ou ailleurs, nécessitent qu'on protège les sources. Et ça, nous, on le sait, on en parle parce qu'on le vit de l'intérieur, puis on a des conversations, disons, structurées autour de ça. Je sais pas si les jeunes générations
génération se préoccupe de ça pour le moment, peut-être pas. Et pour moi, c'est peut-être juste ça qui explique le fait qu'ils soient plutôt d'accord avec les interventions policières. Donc, d'une part, peut-être qu'ils prennent pour acquis le fait qu'on a un accès à l'information pour le moment, mais que c'est peut-être pas pour eux autres quelque chose qui est mis en danger de façon aussi évidente. Là. Est-ce que c'est inquiétant ou ça va se corriger avec l'âge? Bien, ça va se corriger avec la réflexion. Qu'on prenne le temps un peu de réfléchir, d'avoir les données, hein, de savoir, de questionner, par exemple, quelqu'un qui fait de la recherche comme Mme Pouliot, puis de lui dire, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, et pourquoi? Vous savez, on va vite, on réfléchit plus, on prend pas le temps de prendre le temps. Puis c'est un peu ça aussi, Facebook et les médias sociaux. Il faut dire les choses clairement, c'est-à-dire que dans le cas présent, là, la conversation qu'on a aujourd'hui montre bien que nos professions sont menacées, au sens où moi, je vois bien l'effet. Là, je pourrais très bien imaginer que des scientifiques décident de s'éloigner encore plus des sujets socialement vifs, qui impliquent des questions de recherche, qui impliquent des compagnies privées, par exemple, les forces de l'ordre. La question du pouvoir est importante. C'est déjà commencé. Oui, c'est ce que je pense aussi. On en connaît des chercheurs qui disent... C'est déjà commencé. Écoutez, moi, je connais des chercheurs qui décident de pas investiguer dans certains domaines parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a trop de conditions. C'est très... Un chercheur universitaire a une certaine liberté de chercher puis fouiller dans toutes sortes d'affaires. Alors, si c'est trop compliqué d'aller débusquer des informations, c'est d'autres sujets. Et je suppose que c'est pareil pour les médias, c'est-à-dire qu'un journaliste qui est obligé aussi de travailler très vite, il a le choix entre travailler sur un dossier très difficile et très risqué, ou bien un dossier qui fait recette et puis qui implique pas grand risque. Alors, il va nous servir ce type d'information. Il n'y a pas de pire censure que l'autocensure. Ouais. Là, je pense qu'on s'en va là. Oui, mais une autocensure qui est encouragée par le manque de fond. Exactement. Le manque de fond, ça, c'est une chose. Et les risques excessifs de l'activité d'enquête journalistique ou de l'activité de recherche universitaire. Si on multiplie les risques, si ça devient une activité tellement dangereuse, forcément, il faut s'attendre à ce que le public en ait moins. La liberté de tous, hein, Claude Robillard? Oui, c'est ça. C'est parce qu'il faut que les gens se rendent compte que là, on ne parle pas d'un privilège de journaliste. Non, c'est ça. On parle des sources, on parle dans le fond, on ne parle pas de journalisme du tout. Non, on parle de la circulation de l'information. Nous, on est un petit rouage là-dedans. Exactement. Et là-dedans, je veux peut-être juste rajouter une petite chose, c'est que la liberté de presse, cette semaine, c'est merveilleux de voir autant de gens réclamer, c'est-à-dire acclamer la liberté de presse, dire que c'est bon. Mais dans les récentes années, on a vu beaucoup d'interventions de la part d'intellectuels, tout ça, pour surtout attaquer la liberté de presse comme étant quelque chose d'un peu douteux qu'il faut contrôler, qu'il faut limiter. Ça, on a vu des juges faire la même chose. La Fédération des journalistes a fait une plainte au Conseil de la magistrature, à un moment donné, contre un jugement récemment, un juge qui attaquait une émission d'enquête de TVA. Et dans son jugement, le juge disait que, on le sait bien, ces émissions d'enquête-là, il mettait l'émission Enquête là-dedans et d'autres émissions. On sait bien, c'est des juges, ils font des jugements sans entendre les parties, c'est du lynchage, etc. Et moi, j'ai assisté à des rencontres avec des juges, des fois, où les préjugés contre la liberté de presse étaient très forts. Donc, là, à un moment donné, si le climat social qui est entendu par les cours, c'est que la liberté de presse est la porte ouverte à tous les excès, on peut la brimer davantage si elle représente peu de valeur. Puis c'est vrai sur le plan international aussi. Je vais le mentionner très rapidement, mais c'est un dada pour moi. Il y a un pays qui va très mal, qui s'appelle la Turquie, où depuis 1 an, le président Erdogan a fermé 50 stations de télévision, 50 maisons d'édition, une trentaine de postes de radio, une trentaine de magazines, et que les Européens continuent à traiter comme un homme honorable et à recevoir dans leur chancellerie sans trop se plaindre parce qu'il faut bien régler la crise des migrants. C'est absolument terrifiant. Frédéric Bérard? Là-dessus, je vous fais confiance. Je suis évidemment d'accord avec le dérapage, mais on en revient toujours à ça. Moi, je pense que la pire approche qu'on peut avoir par rapport à l'état de droit, c'est de considérer qu'il est acquis. Si on considère l'état de droit comme étant une chose certaine, une chose sûre... Même Suzanne Coupal, la juge, est d'accord. Tout à fait d'accord. Mais continuons à maintenir nos acquis et enfin, Dieu merci, on a des principes de droit importants. Il faut continuer à... Et si les journalistes sont surveillés à ce point, imaginez le citoyen ordinaire.
pour qui c'est pas trop grave, la police peut... Inquiétons-les un peu. Alors, oui. le citoyen ordinaire est encore probablement plus menacé.